Le jour où le Hamas a attaqué le kibboutz de Nir Oz, Sharon était chez elle, à Londres. Ses parents vivaient dans cette maison. Les Lifshitz étaient de farouches combattants de la paix et transportaient même régulièrement des malades palestiniens de Gaza vers les hôpitaux israéliens. C'est le piano de mon père, ou plutôt ce qu'il en reste. Il jouait du piano tous les jours depuis son départ à la retraite. Ça, c'est la pièce sécurisée. Regardez sur la porte. Il y a 5 tirs. 1, 2, 3, 4... Et je ne retrouve pas le 5e. C'était la chambre à coucher. Ma mère l'aimait beaucoup car quand il y avait des roquettes, on pouvait y dormir toute la nuit. Voici le lit. 6 hommes sont entrés ici. Un d'eux a frappé mon père avec la crosse de son fusil et ils l'ont traîné dehors. Ma mère n'a pas été blessée. Ils l'ont emmenée sur une moto comme un tapis, entre 2 hommes. Et ils sont passés à travers champs. La moto sautait sur les nids de poules. Ma mère a 85 ans. Elle était couverte de bleu quand elle est arrivée à Gaza. Et là, elle a dû marcher pieds nus pendant des kilomètres dans les tunnels. Ils ont ouvert le tuyau de gaz et ils ont mis le feu. Tout est parti. Il ne reste plus rien. La mère de Sharon a passé 17 jours en captivité dans les tunnels de Gaza. Elle fait partie des premiers otages libérés par le Hamas. C'était le 23 octobre. Seule une caméra de l'organisation islamique a filmé la scène. La main tendue de la vieille dame à l'un de ses geôliers. L'au revoir qu'elle lui adresse en hébreu. Shalom, la paix, et surtout ses déclarations à la presse sèment le trouble dans la société israélienne. Elle décrit l'enfer qu'elle a vécu, mais n'accable pas ses ravisseurs. À notre arrivée, la première chose qu'ils nous ont dite, c'est qu'ils étaient des adeptes du Coran, qu'ils n'allaient pas nous faire de mal et que nous aurions les mêmes conditions de vie qu'eux dans les tunnels. Ces paroles provoquent la colère du gouvernement israélien. Depuis, l'ex-otage s'est mise en retrait du tumulte médiatique. Grâce à sa fille Sharon, nous avons pu la rencontrer. C'est avec détachement qu'elle évoque son face-à-face avec Sinwar, le cerveau du 7 octobre. Un responsable du Hamas est venu nous voir quand on était dans le tunnel, là où on était détenus. Et je lui ai demandé, « Pourquoi est-ce que vous tuez ceux qui vous ont soutenu toute leur vie? Ceux qui faisaient le bien, qui voulaient la paix. Et c'est eux que vous tuez? Tous ceux qui vivaient le long de la frontière étaient des acteurs de la paix. » Il a répondu? Non. Il ne m'a pas répondu. Il m'a regardé, il a détourné le regard, et c'est tout. Yocheved n'a pas de nouvelles de son mari, Oded, toujours détenu par le Hamas. Pour le protéger, elle préfère en dire le moins possible. Nous ne sommes autorisés à lui poser qu'une seule question. Quelle conclusion tirez-vous de l'expérience que vous avez vécue le 7 octobre? C'est difficile pour moi de tirer des conclusions, car je viens d'un monde qui aspirait à la paix. Et je ne change pas totalement d'opinion, mais je dis que d'une façon ou d'une autre, il faudra trouver une solution. Avec tout ce qui s'est passé, il faut trouver un moyen pour que les deux peuples coexistent. Malgré l'épreuve que vous avez endurée? Oui.
L'attaque terroriste lancée par le Hamas le 7 octobre fait 1200 morts. Femmes, enfants et soldats israéliens, les brigades d'Al-Qassam, la branche armée du mouvement, ne font pas de différence. C'est l'épisode le plus meurtrier de l'histoire d'Israël. Il provoque les pires représailles jamais subies par les Palestiniens. Dans la bande de Gaza, les morts et les blessés se comptent en dizaines de milliers. Les femmes et les enfants paient un très lourd tribut. Groupuscule islamique à sa naissance, le Hamas s'est transformé en redoutable milice capable de défier Tsahal. Il a aussi imposé son hégémonie au mouvement palestinien, initialement laïque. Qui a favorisé sa montée en puissance? L'Iran et le Qatar avec leurs pétrodollars, l'autorité palestinienne par son incurie, et l'État hébreu. Quelle est sa part de responsabilité? L'occupation et l'expropriation des terres sont au cœur de la spirale de violence qui oppose les deux peuples. Elles constituent le principal terreau du Hamas. Bonjour. À Tormosaya, comme partout ailleurs en Cisjordanie occupée, la cueillette des olives est un véritable rituel. Ça va, chef? Abou Abdallah supervise la récolte. Ces oliviers appartiennent à sa famille depuis des générations. Abou Abdallah, comment ça se passe de ton côté? Vraiment super. Dieu merci. Et l'huile? De la folie. Tu aurais dû voir ce qui s'est passé hier. Ils nous ont chassés. On était là-bas et l'armée nous a chassés sous prétexte de protéger les colons. Grignotés, encerclés par des colonies israéliennes, les terres de Cisjordanie occupées se réduisent comme peau de chagrin. Tout ça, c'est des colonies. Tout ça, là, 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 jusque là-bas. Et après ça, derrière les collines, il y a encore des colonies. Vous voyez cette montagne? Il n'y a qu'une maison. On n'a pas le droit d'y aller. Ils ont construit la maison pour pouvoir confisquer toute la montagne. Derrière ces voitures, c'est formellement interdit pour nous d'approcher. Si on y va, l'armée et les colons débarquent immédiatement. Mais à qui sont ces terres? À nous. C'est notre terre, nos olives, nos oliviers, nos enfants. Pour nous, chaque olivier est un enfant. On s'en occupe, on les pouponne. Un olivier, c'est plus cher qu'un enfant. Moi, tous les jours, j'ai besoin d'aller voir mes oliviers. Mais là, ça fait un mois que je ne peux pas aller sur mes terres. Didi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis le feu aux maisons, brûlé les voitures et tabassé les gens. On essaye d'éteindre ça, on n'y arrive pas. L'armée tire à balles réelles, il y a déjà 4 blessés. Ce jour-là, 300 colons prennent d'assaut Tormosaya. Nouvel épisode d'une vendetta sans fin entre les deux peuples. Le raid est d'une extrême violence, il est secondé par l'armée israélienne. J'ai 3 filles et 5 garçons. J'en ai perdu un, il m'en reste 4. Mon fils est allé comme les autres jeunes sortir les femmes, les enfants et les vieux de leur maison. S'ils étaient arrivés 20 minutes plus tard, ça aurait été un carnage. Tous ceux qui étaient coincés chez eux seraient morts parce que les colons les avaient enfermés à l'intérieur avec des barres de fer. Il y est allé comme les autres jeunes, pas pour se battre,
mais simplement pour aider les gens. Il n'était pas armé. Sur place, il a trouvé le fils de ma sœur, blessé. Il s'est baissé pour le secourir. Et l'armée lui a tiré dessus. Il est mort alors qu'il n'avait combattu ni l'occupation, ni les colons. Quand ses enfants demandent où est papa, on leur répond « il est au paradis ». Du coup, dès que quelqu'un frappe à la porte, les enfants disent « papa est rentré ». C'est ça qui nous fait le plus de peine. Ce que les colons pratiquent dans les campagnes, ils le font aussi dans les quartiers palestiniens de Jérusalem. J'avais 2 ans quand les soldats d'occupation sont venus prendre une partie de notre maison. J'ai donné un coup de pied à l'un d'eux. J'étais toute petite. Mouna Al-Kourd est une icône palestinienne. Sa célébrité, elle la doit à une vidéo qui a fait le tour du monde. Elle s'y oppose à un colon installé par Israël dans une partie de sa maison, à Jérusalem-Est, occupée. Yaakov, tu sais que ça n'est pas ta maison. Oui, mais même si je pars, tu n'y retournes pas. C'est quoi le problème? Pourquoi tu me cries dessus? Tu m'as volé ma maison. Si je ne la vole pas moi, quelqu'un d'autre la volera. Mais non! Personne n'a le droit de la voler, mon gars. Jérusalem est encerclée, menacée, prise entre les griffes de cette occupation qui cherche à la déchirer, à en expulser tous les habitants palestiniens pour en faire la capitale d'Israël. La maison de Mouna est dans la partie arabe occupée de la ville, dans le quartier de Sheikh Jarrah. Là, Israël mène une judaïsation méthodique. 500 Palestiniens sont menacés de perdre leur maison, comme Mouna. C'est ici qu'elle grandit, entre les colons et l'armée, jusqu'à sa cohabitation forcée avec Yaakov. Pourquoi tu me filmes? T'es hyper célèbre maintenant, Yaakov. Pas besoin de dire à tout le monde que je vais aux chiottes. Si, si, parce que tu es une vedette maintenant. Mon petit soleil. Allez, à la niche. Pour combattre cette politique, Mouna utilise les outils de son temps, les réseaux sociaux, mais aussi la dérision. Son bras de fer avec les colons a inspiré de nombreux internautes. Nous ne sommes que des jeunes qui défendons nos maisons, ni plus ni moins. À n'importe quel moment, on peut être expulsé. Nous avons décidé de lancer une campagne sur les réseaux sociaux pour dire « Sauvez le quartier de Sheikh Jarrah ». De toute la ville, des jeunes affluent vers le quartier menacé de Mouna. Chants, sit-in, banquets de rue, l'ambiance est bon enfant. Miam miam, du cœur de nos quartiers, la makloubée palestinienne. Le hashtag « Sauver Sheikh Jarrah » inonde le net et s'affiche dans toutes les manifestations. La répression du mouvement virera bientôt à l'affrontement généralisé. C'est sûr, notre campagne sur les réseaux en 2021, la campagne hashtag Sauver Sheikh Jarrah, a eu un rôle très important dans ce qui s'est passé. Elle a largement contribué à embraser la région. À l'époque, on était vraiment sur le point de perdre nos maisons. Pour le Hamas, ces menaces d'expulsion sont un casus belli. Le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, a prévenu les colons et les forces d'occupation que si l'agression contre les habitants du quartier de Sheikh Jarrah ne cessait pas immédiatement, Israël le paierait très cher. Après expiration d'un ultimatum du Hamas, une pluie de roquettes s'abat sur Israël. La réplique est immédiate et fait près de 300 morts.
Mouna, elle, figurera cette année-là sur la liste des 100 personnalités les plus influentes au monde du magazine Time. Enough of blood and tears. Enough. Pourtant, il y a 30 ans, l'espoir devenait possible avec la signature des accords d'Oslo, qui consacraient la solution des 2 États. Ce jour-là, Bill Clinton réconcilie l'Israélien Yitzhak Rabin et le Palestinien Yasser Arafat sur un principe, la terre contre la paix. Mais dans les 2 camps, les extrêmes rejettent ce compromis. Côté israélien, Rabin le paiera de sa vie. Il est assassiné en novembre 1995 par un juif ultranationaliste. Côté palestinien, un homme jure la mort du processus de paix. Un homme qui a perdu ses terres à la naissance d'Israël en 1948, le cheikh Yassine. Nous, on ne hait pas les juifs et on ne combat pas les juifs parce qu'ils sont juifs. Les juifs sont des gens du livre comme nous. Nous aimons toutes les religions. Si mon frère, né de la même mère que moi, prend ma maison et m'en chasse, je le combattrai. Le cheikh Yassine est un frère musulman. Son objectif, diffuser les préceptes de l'islam au sein de la société palestinienne. Au départ, son action est caritative. Il gère des soupes populaires, organise des camps d'été, jusqu'en 1987. L'année de la première intifada. Ce soulèvement populaire dans les territoires occupés oppose des jeunes munis de pierres à l'armée israélienne. Yassine n'entend pas être en reste, il embrasse la lutte armée et fonde le Hamas. Il périra 17 ans plus tard sous un missile israélien. Ami Ayalon a dirigé les renseignements intérieurs israéliens pendant 4 ans. Il a assisté à la mise à mort des accords d'Oslo. Pour le Fatah d'Arafat, signé Oslo, cela impliquait l'obtention d'un État aux côtés d'Israël. Le Hamas n'a jamais accepté cette idée. Le Hamas se battait pour libérer toute la Palestine, du Jourdain jusqu'à la mer. Quand l'autorité palestinienne a signé Oslo, le Hamas est devenu notre principale menace terroriste. Cette vague de violence terroriste a été la plus meurtrière depuis la naissance de l'État d'Israël. Je me souviens que 57 Israéliens ont été tués et plus de 2000 ont été blessés en moins de 10 jours dans des bus qui ont explosé à Jérusalem et Tel Aviv. C'était la réaction du Hamas contre Oslo. L'homme qui a légitimé les attentats suicides du Hamas est un théologien et prédicateur égyptien très influent dans le monde arabe, le guide spirituel des frères musulmans, Youssef al-Qaradawi. Si la communauté considère qu'il est utile de commettre un attentat suicide, elle doit le faire et elle doit organiser cela en tentant de réduire au maximum ses pertes. Ces attaques, selon la loi islamique, constituent un péché. En temps de guerre, vous ne pouvez combattre que des soldats, pas des civils.
Le cheikh Youssef al-Qaradawi est l'autorité religieuse qui a édicté pour le Hamas une fatwa expliquant que la société israélienne était une société militarisée, au sein de laquelle les femmes, comme les hommes, servent l'armée, tout comme les vétérans qui restent des réservistes ou comme les futurs recrues. Il n'y a donc pas de problème à les tuer tous. Le but du Hamas était de faire dérailler les accords d'Oslo. Pourtant, des Israéliens ont voulu croire jusqu'au bout à une coexistence des deux peuples, comme le père de Sharon, Oded, captif depuis des semaines dans les tunnels de Gaza. Pour le camp de la paix, les massacres du 7 octobre constituent une double perte. Ceci est une vague de haine. Et c'est précisément la haine que nous devrions combattre. Il faut revenir à l'essentiel. Quand nous regardons l'autre, que voyons-nous ? Des êtres humains ou des gens obsédés par un récit, que ce soit le récit du Coran ou un autre. Tous ces récits peuvent nous aveugler, nous empêcher de voir l'humanité de la personne en face de nous. À Tel Aviv, les familles des otages entretiennent la mémoire des absents devant le ministère de la Défense. Riposter sans sacrifier ceux qui sont aux mains du Hamas. Le choix est cornélien. Il n'y a pas de paix possible avec le Hamas. Cette organisation est effroyable. Elle doit être éradiquée. Pas le peuple palestinien, mais le Hamas. Éradiquer le Hamas. Plus facile à dire qu'à faire. D'autant que ses géniteurs sont nombreux et inattendus. Vivre en sécurité sans restituer les territoires occupés. Israël y a cru et a vu dans le Hamas un allié objectif pour y parvenir. Quand nous avons décidé d'assister ces petits groupes à Gaza et en Cisjordanie, ces frères musulmans, ce n'était pas un choix officiel du gouvernement. C'était une idée des services de sécurité. Le Shin Bet. Notre idée, c'était d'opposer les nationalistes l'OLP et le Fatah à un autre courant qui pourrait séduire les Palestiniens. Malheureusement, nous réalisons aujourd'hui que ce n'était pas très malin. Oui, nous avons commis une erreur. Nous n'avons pas compris les conséquences à long terme de ce que nous avons encouragé dans les années 80. Cette stratégie de la division, Benyamin Netanyahou et l'extrême droite l'ont reprise à leur compte. L'organisation islamique du Cheikh Yassine a même été saluée par un colon ultra-orthodoxe, Bezalel Smotrich. Sur ce plateau de télévision en 2015, le suprémaciste, aujourd'hui ministre des Finances israélien, assume ouvertement cette approche. L'autorité palestinienne est un fardeau et le Hamas un atout pour nous. C'est une organisation terroriste que personne ne reconnaîtra jamais. Il ne faut pas avoir peur du Hamas. Cette déclaration est d'autant plus surprenante qu'à cette période, les attaques du Hamas
s'enchaînent contre Israël, qui riposte systématiquement. Une sorte de double jeu entre l'État hébreu et son meilleur ennemi. Netanyahou est arrivé avec un nouveau concept. Pour gérer le conflit, nous devons nous assurer que la société palestinienne reste divisée. Il est donc dans notre intérêt que le Hamas dirige Gaza, tandis que l'autorité palestinienne, c'est-à-dire le Fatah, contrôle la Cisjordanie. De cette manière, leur commandement n'est pas unifié. Et sans interlocuteur palestinien, pas de négociation. Mais pour ça, il faut faire en sorte que le Hamas ne s'effondre pas. S'assurer que l'économie fonctionne, même au ralenti. Que les gens puissent aller travailler en Israël, mais pas trop. Laisser les pêcheurs palestiniens aller en mer, mais pas trop non plus. Ainsi, on est sûr que le Hamas survivra. Mais quand vous faites ça, même sans le vouloir, vous renforcez le pouvoir du Hamas. Aux yeux de l'autorité palestinienne, la stratégie israélienne est aussi vieille que le Hamas lui-même. Israël ne veut pas d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. Quand le Fatah est né et qu'il a pris la tête de l'OLP, Israël a ouvertement décidé de faciliter l'émergence de toute organisation concurrente. L'objectif, séparer Gaza de la Cisjordanie et empêcher la création d'un État. C'est exactement ce qu'il se passe en 2006, quand le Hamas remporte haut la main les élections législatives palestiniennes. Face au refus du Fatah de céder la place, les partisans du Hamas prennent d'assaut le Parlement de Gaza. Le camp laïque et les islamistes se livrent une guerre fratricide. L'autorité palestinienne se replie en Cisjordanie et le Hamas devient le maître de Gaza. Israël se frotte les mains et impose un blocus total à l'enclave. L'Égypte en fait de même. Gaza devient une prison à ciel ouvert et s'enfonce dans la misère. Pour maintenir le Hamas la tête hors de l'eau, Tel Aviv se tourne vers un pays richissime, un des premiers États du Golfe à avoir établi des relations avec Israël, le Qatar. Le petit émirat soutient l'enclave financièrement depuis plusieurs années. Les Qataris arrivaient à Gaza avec du cash. Et c'était autorisé par le gouvernement de Netanyahou, dont le but était d'éviter que le Hamas s'effondre. À partir de 2018, l'Émirat va même jusqu'à payer les salaires des 50 000 fonctionnaires de Gaza. Plus de 30 millions de dollars par mois. C'est la stratégie du cash for calm, de l'argent pour avoir la paix. Israël a commis une erreur en finançant le Hamas avec l'argent du Qatar. Certains ont peut-être pensé que le Hamas utiliserait cet argent pour développer la bande de Gaza ou pour soulager la population. Mais visiblement, le Hamas se fiche complètement de sa population à Gaza. Il a utilisé tout l'argent envoyé par les Qataris pour acheter plus d'armes, pour creuser plus de tunnels ou pour s'enrichir personnellement. Le jeu du Qatar est ambigu. Il héberge de longue date le plus célèbre prédicateur du monde arabe, l'Égyptien Youssef al-Qaradawi. Qaradawi est le guide spirituel des frères musulmans. Il y a rivalité entre les Qataris et les Saoudiens. Le Qatar est un petit État
qui essaye de trouver sa place et d'être influent dans le monde islamique. Comme les Saoudiens jouent un rôle central parce qu'ils contrôlent les deux plus importants lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, eh bien le Qatar se doit d'accueillir la plus grande autorité spirituelle de notre génération. Au Qatar, Qaradawi fait la promotion de l'idéologie des frères musulmans avant de lancer sa fatwa en faveur des attentats suicides. Israël s'est donc choisi pour médiateur un pays en phase avec l'idéologie religieuse du Hamas. Dans la crise qui se joue depuis le 7 octobre, le Qatar est à la manœuvre afin d'obtenir la restitution d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Ce soir, alors que Gaza est sous les bombes, Ramallah attend avec impatience la libération de 39 détenus, des femmes et des mineurs. Papa, on va pouvoir voir la libération ? Oui, mon chéri. Norman est venu chercher son fils Ahmad, qui avait 16 ans lors de son incarcération. Il n'attend qu'une chose, le ramener à la maison. Ça fait 12 mois qu'il est en prison. Il lui restait 1 mois à purger, car il a été condamné à 13 mois. Pour quel délit a-t-il été condamné ? Pour incitation au trouble à l'ordre public et jet de pierre. Vous vous sentez redevable au Hamas pour cette libération ? Oui, bien sûr. On peut être content de récupérer ses enfants. Mais vu le nombre de morts et de blessés à Gaza, on ne peut pas vraiment se réjouir. Les victimes de Gaza. Un prix exorbitant qui n'empêche pas le Hamas de pavoiser. L'organisation islamique, également implantée en Cisjordanie, présente cette première libération comme une victoire. Les prisonniers relâchés ce soir sont originaires de Cisjordanie. Ils dépendent de l'autorité palestinienne. Pourtant, c'est le Hamas qui a obtenu leur libération. Le mouvement islamique se pose en protecteur de tous les Palestiniens et couvre l'événement de ses bannières vertes. Parmi les mineurs relâchés, en tenue grise, Ahmad, le fils de Norman, enfin libre. Loin de la ferveur, le pouvoir palestinien est détaché des réalités de son peuple. Retranché dans son bunker, il rejette les accusations d'incurie, de corruption et de collaboration avec l'occupant israélien. Tout cela fait partie de la guerre psychologique contre l'autorité palestinienne. Il y a des tentatives pour entretenir la division, nous les rejetons. Notre cause est sacrée. Des membres de votre autorité, l'autorité palestinienne, sont accusés de corruption. Nous réfutons toutes ces accusations. Leur objectif est de servir Israël, d'empêcher la création d'un État palestinien, de s'opposer aux droits des Palestiniens. Pourriez-vous qualifier pour nous le Hamas en quelques mots ? Le moment n'est pas opportun pour évoquer ce genre de sujet. Nous sommes sous occupation, en pleine guerre, donc nous parlerons de tout cela plus tard. Vivre dans l'attente, tel est le lot des Palestiniens. Retour dans la région de Tourmosaya, au milieu des oliveraies. Ahmad, le fils de Norman, a retrouvé les siens et se réhabitue à la liberté après une détention difficile. Je ne peux pas vous décrire la prison.
On y est vraiment humilié. Le plus jeune d'entre nous avait 12 ans et le plus vieux 17. On n'avait même pas de couverts pour manger. On a insisté pour avoir des couverts en plastique. Pas d'habits. Ils nous donnent une boîte de fromage pour 11 détenus. Des prisonniers arrivaient dans nos cellules, battus. Il y avait du sang dans les couloirs. Quand ils sont venus le prendre, ils n'ont même pas attendu que je leur ouvre. Au lieu de frapper normalement, ils ont enfoncé la porte avec leur crosse. Moi, je leur disais, un instant, j'arrive. Entrez normalement, il y a plein d'enfants. Ils agissent sauvagement, comme des bêtes. Finalement, vous êtes libre grâce à qui? Grâce au Hamas et à l'accord d'échange. Êtes-vous à l'aise avec ça? Oui, tranquille. Votre famille n'est affiliée à aucun parti? Aucun. Aucune affiliation? On n'a rien à voir avec personne. D'accord, mais que pensez-vous du Hamas? Le Hamas fait partie du peuple palestinien. Nous sommes un seul peuple. L'objectif israélien de diviser pour mieux régner n'a pas seulement échoué. Il a jeté dans les bras du Hamas une bonne partie de la population de Cisjordanie occupée, traditionnellement modérée. منذ عملية حماس في 7 أكتوبر والهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على إثرها على قطاع غزة يتصاعد الضغط الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وخاصة في جنين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف قوات الاحتلال بمسيرة بجنين في الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ابن سينا القريب من مخيم جنين وتطالب العاملين بالخروج منه. Parmi les morts provoquées par ce raid israélien, un combattant du Hamas. L'organisation islamique ne cache pas sa présence sur ce territoire longtemps acquis au Fatah. À nos résistants à Gaza, nous sommes avec vous et nous vous promettons de suivre la voie de Yasser Arafat et Ahmad Yassine jusqu'à la libération de notre terre. Un serment réunissant les deux grands leaders palestiniens disparus, Arafat du Fatah et Cheikh Yassine du Hamas. Mouvement longtemps en confrontation, aujourd'hui forcé à resserrer les rangs. Je suis dans la résistance depuis mon enfance. J'avais 12 ou 13 ans. Je lançais des pierres sur les blindés. C'était en 2002. Ils ont envahi le camp, embarqué mon père et tous les hommes. Et il ne restait plus que nous, les enfants, avec ma mère. Les missiles tombaient tout près de nous. On était enfants. Je me souviens, j'étais caché sous un escalier. Un missile a explosé au-dessus de nos têtes. C'est l'instant où j'ai eu le plus peur de ma vie. J'avais 12 ans. Depuis, à Jénine plus qu'ailleurs, les différentes formations font bloc. À Jénine, l'union est incroyable entre les factions. Ça n'existe pas dans les autres villes. On s'est tous réunis en un seul bataillon. Je suis prêt à me sacrifier pour lui. C'est-à-dire qu'en cas de besoin, vous collaborez? Non, pas seulement en cas de besoin, dans la joie aussi. On ne fait qu'un. Ce chargeur, par exemple, c'est un ami, responsable du Fatah qui me l'a donné. Et c'est un pote du djihad islamique qui me répare mon arme. Les gens du Fatah, ce sont mes voisins, mes amis. L'union sacrée face à l'ennemi commun, Israël.
sur le champ de bataille, comme dans la cité. Aujourd'hui, le Hamas a appelé à manifester à quelques rues du siège de l'autorité palestinienne. Tous les courants de la société ont répondu présent, la gauche laïque, le Fatah au pouvoir et même les chrétiens. Notamment le père Abdallah de l'église grecque catholique melkite, présente dans tout le Proche-Orient. On est ici au nom de toute la résistance palestinienne. Ça, c'est la vérité. Il y a Hamas, mais il y a mes frères ici sont de plusieurs partis palestiniens, de plusieurs factions palestiniennes. Je suis là pour dire que nous sommes partis de ce peuple-là. Les chrétiens font partie de ce peuple et de cette nation arabe. Et ça veut dire que vous ne condamnez pas le Hamas? Non, ils font partie de notre peuple. En Europe, on les considère comme des terroristes parce qu'ils se sont attaqués à des civils. Il y a plusieurs façons de la résistance palestinienne, comme il y avait aussi en France, en Italie, partout. C'est la résistance. Ce sont les partisans. Donc face à l'occupation, tous les moyens sont bons? Quand il y a une occupation, il y a une résistance. Chacun doit résister selon sa propre conscience. L'Iran, l'autre ennemi d'Israël. Avide d'asseoir son hégémonie sur la région, le régime des mollahs use d'un levier efficace, la cause palestinienne. La stratégie militaire derrière l'attaque du 7 octobre. C'est une stratégie iranienne. Elle consiste à combiner des assauts par les airs, la mer et la terre. Ils ont détruit nos senseurs électriques pour nous attaquer. C'est une signature totalement iranienne. C'est sur le terrain libanais que l'Iran dispose de ses relais les plus puissants. Le Hezbollah, son bras armé dans la région, mais également le Hamas. Oussama Hamdan est le chef du Hamas au Liban. Il revendique haut et fort les liens de son organisation avec Téhéran. Nous ne cachons pas les relations que nous avons avec l'Iran et avec le Hezbollah. Ce sont des relations à plusieurs niveaux, mais elles convergent toutes vers le soutien de la résistance en Palestine contre l'occupation. Notre relation avec l'Iran est multiple. Financement, entraînement, armes, entre autres. Une relation qui prend forme en 1992. Cette année-là, Israël expulse vers le Liban des centaines de membres du Hamas en représailles à une attaque. Dans ce fief du Hezbollah, les expulsés palestiniens se forment à la fabrication d'engins explosifs et aux attaques suicides, souvent mises en scène. Des relations privilégiées se tissent là entre le Hamas et l'Iran, moment fondateur d'une alliance pourtant contre nature. Quand j'étais directeur du Shin Bet, nous avions des prisonniers du Hamas qui étaient formés en Iran. Et nous avons compris combien il était dur pour eux d'accepter le soutien iranien. C'est contraire à leur idéologie. Ils sont sunnites, tandis que l'Iran est chiite. Mais ils le font parce que c'est le seul État qui les soutient. C'est ainsi que l'Iran exerce une influence sur le Hamas. Nous n'avons jamais ressenti ce problème tout au long de notre relation avec l'Iran ou le Hezbollah. Ils n'ont jamais cherché à nous influencer. Notre relation est basée sur un projet politique, au sein duquel nous avons un ennemi commun,
et où nous voyons que la résistance permet de rassembler, d'unifier notre nation. Au sud de Beyrouth, le camp de réfugiés palestiniens de Sabra. L'Iran a fait du Hamas une telle force que l'organisation islamique y a imposé son hégémonie. Ici, les enfants n'ont pas le droit à l'innocence. Sous la baguette du Fatah, ils dénoncent les massacres à Gaza et célèbrent le 7 octobre. La nouvelle génération de combattants du Hamas se recrutera peut-être aussi dans ces ruelles. Quand le jour d'après viendra-t-il enfin ? Un homme pourrait peut-être faire taire les armes. Marwan Barghouti, détenu en Israël pour terrorisme depuis 2002. Du fond de sa cellule, il a réussi un exploit. Faire admettre à tous les courants de la résistance la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Le document de réconciliation des prisonniers palestiniens, Marwan Barghouti l'a signé au nom du Fatah avec les chefs du Hamas, du Front populaire et du Front démocratique, c'est-à-dire avec les islamistes, les laïcs et la gauche. Ils se sont tous mis d'accord autour de ce document qui a obtenu le soutien de 91% du peuple palestinien. Un tour de force sans lendemain, car selon l'épouse du prisonnier, Israël ne veut ni d'une solution à deux États, ni d'un leader capable d'unifier le camp palestinien. Voilà pourquoi Benyamin Netanyahou préfère voir cet homme derrière les barreaux le plus longtemps possible. Je suis un homme de paix. J'ai tout fait pour la paix entre les deux peuples. De son procès, en 2002, il a fait une tribune. Le seul moyen de garantir la sécurité, c'est la paix. Et on ne parviendra à la paix qu'avec la fin de l'occupation. Pas de paix, pas de sécurité, tant que durera l'occupation. Israël n'est jamais parvenu à le faire taire. Barghouti demeure le politicien le plus populaire auprès des Palestiniens. Depuis plus de 20 ans, sa femme porte son combat dans le monde entier. Marwan Barghouti est un symbole, pas seulement palestinien, mais arabe et mondial. Il symbolise la liberté dans le monde. Beaucoup le considèrent comme un Mandela palestinien. Il y a même une campagne en Europe, en France, en Irlande, en Afrique du Sud pour sa libération. Je dis toujours que le peuple palestinien a un Mandela, mais que le peuple israélien n'a hélas pas de De Klerk pour mettre fin aux souffrances des deux peuples. Quand ils auront un De Klerk, notre Mandela sera prêt. De Klerk-Mandela, le tandem qui a mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Retour à Tormosaya. Cette année, l'extrême droite israélienne a voulu interdire la cueillette des olives sous prétexte qu'elle financerait le Hamas. Pour soutenir les agriculteurs palestiniens, des activistes sont venus de Jérusalem et de Tel Aviv. Ils sont israéliens. Ils sont menacés dans leur vie de tous les jours ici. Même la cueillette des olives est un combat.
Afin de pouvoir avancer, lutter, résister, il faut garder espoir. Même si c'est difficile en ce moment. Et avec le silence de la communauté internationale, c'est encore plus dur. Il est difficile de prédire l'avenir. Mais nous devons faire face à la politique israélienne visant à détruire la société palestinienne, ici et à Gaza. Le principe à admettre, c'est que les Palestiniens sont des êtres humains et doivent être traités comme tels. Si on accepte ce principe, tout devient très simple. Tous les obstacles peuvent être surmontés. Bienvenue. Du fromage blanc? Moi, je suis végétarienne. Végétarienne? Je vais manger de la salade. Il mange rien, lui. Pourquoi? C'est pas le ramadan quand même. Sous les oliviers de Tourmoussaïa, la coexistence est un acte militant, en attendant qu'elle ne devienne une réalité.